Ma sœur m'a mis dehors pendant que j'étais malade, et mes parents m'ont qualifié de « dramatique ». Alors j'ai cessé de payer le crédit immobilier, j'ai coupé les services publics, puis j'ai envoyé la preuve de leur mensonge à un avocat. Quelques jours plus tard, un policier est venu. Bonjour. Je m'appelle Rosalie. Ça a commencé par un frisson que je ne pouvais pas chasser. Le genre qui s'installe profondément dans vos os et murmure que quelque chose de pire arrive. J'avais continué à travailler ce jour-là, à moitié endormi, endolori et la tête embrumée, me disant que si je rentrais à la maison, je pourrais enfin me reposer. Maison ? Quelle blague ce mot était devenu. Au moment où j'ai franchi la porte, l'odeur des bougies à la lavande et la vue des articles de bébé aux couleurs pastel m'ont frappé de plein fouet. Sac à langer, ballon de yoga, coussin de maternité. Le royaume de Delphine s'étendait maintenant de la cuisine au salon. Ma place sur le canapé était enfouie sous ses robes et des boîtes Amazon non ouvertes. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma gorge était irritée par la toux et ma tête tambourinait comme un métronome cassé. Laurentine, ma mère, bien qu'elle se sentait rarement comme une, leva les yeux de son magazine. « Oh, bien. Tu es rentrée, dit-elle calmement, comme si je n'avais pas passé toute la journée à faire semblant de ne pas m'effondrer à mon bureau. Delphine s'est reposée, alors parle doucement. Je ne dis rien, sifflai-je, accrochant mon manteau près des escaliers. Elle me regarda comme si j'étais quelque chose de collant sous sa chaussure. Tu as toujours l'air malade. Tu devrais dormir au sous-sol ce soir. C'est plus frais là-bas, mieux pour la fièvre. J'ai cligné des yeux, essayant de trouver la partie de cette phrase qui avait un sens. Le sous-sol. Tu es jeune. Tu t'en remettras, ajouta-t-elle, agitant la main de manière désinvolte. Delphine ne leva même pas les yeux de son téléphone. Elle était nichée dans le fauteuil inclinable, une main sur son ventre arrondi comme si elle berçait un joyau de la couronne. J'ai avalé tout ce que je voulais crier. Léa dormait déjà à l'étage. Je devais rester silencieuse pour elle. Cette nuit-là, je me suis blotti sur un vieux futon au sous-sol enveloppé dans une couverture rêche qui sentait la moisissure. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le froid s'est faufilé dans ma peau, et j'ai toussé jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. La seule chaleur que j'avais venait de la pensée que peut-être, juste peut-être, demain serait meilleur. Ça ne l'était pas. J'avais à peine ouvert les yeux quand j'ai entendu Delphine descendre les escaliers en tapant du pied. « Tu es sérieuse là ?» cria-t-elle. « Tu ne te soucies pas que je sois enceinte ? Tu tousses là-haut comme un raton laveur malade. » Je me suis assise lentement, la tête qui tournait. Je suis restée au sous-sol comme maman l'a demandé. Tu respirais quand même par les bouches d'aération, aboya-t-elle. J'étais trop sidéré pour répondre. C'est là que Laurentine est entrée en tenant un sac poubelle noir. Par juste quelques jours, Rosalie, dit-elle calmement, comme si elle m'offrait du thé. Aère-toi les idées. Laisse Delphine se détendre. Maman, je suis malade. Tu te sentiras mieux à l'air frais. Tu as toujours été dramatique quand tu es patraque. Delphine s'est plantée dans le couloir, bloquant les escaliers comme une sorte de videur dérangé. Ne fais pas de scène. Pars juste. Je l'ai regardée, puis Laurentine. Ma voix était un murmure. Où est Léa ? Elle se brosse les dents, répondit Laurentine sans me regarder dans les yeux. Elle ira bien. J'ai hésité. Je ne savais plus ce qui était réel. Toujours vêtu de mon pantalon de pyjama et de mon sweat à capuche, j'ai enfilé mes chaussures, saisi le sac poubelle et suis sorti par la porte d'entrée. Le froid m'a frappé immédiatement, vif et cruel. Je me suis retourné pour voir si Léa était derrière moi. Elle ne l'était pas. Je me suis précipité vers la porte et j'ai tiré sur la poignée. Fermée à clé. J'ai frappé une fois, 2 fois. Maman, Léa est toujours à l'intérieur. Pas de réponse. J'ai couru vers la fenêtre et j'ai mis mes mains en coupe autour de mes yeux. À l'étage, le rideau a bougé. Un petit visage a regardé par la fenêtre, confus, endormi, sa petite main appuyée contre la vitre. Léa, chérie, ça va, ai-je dit, essayant de paraître calme. Dis à grand-mère de laisser maman entrer. J'ai entendu du mouvement derrière la porte. Puis une fente s'est ouverte. Le visage de Laurentine est apparu, rigide comme une pierre. Nous ne pouvons pas avoir de chaos en ce moment. Elle va bien. Va te reposer ailleurs. La porte s'est refermée avant que je puisse protester. Je suis resté là à trembler,
malade et seul sur mon propre porche. Mon enfant était à l'intérieur. J'étais dehors. Cette nuit-là, je me suis blotti sur la banquette arrière de ma voiture, garée juste là dans l'allée comme un fantôme hantant sa propre maison. Mon manteau couvrait à peine mes genoux, et chaque respiration sortait comme de la vapeur. Mes poumons brûlaient. Le monde extérieur était silencieux, mais le cri à l'intérieur de ma poitrine refusait de mourir. La lumière du porche était toujours allumée. Ils l'ont laissée allumée, probablement pour que la maison ait l'air accueillante au cas où un voisin passerait. Quelques-uns l'ont fait. Je les ai vus jeter un coup d'œil en promenant leur chien ou en rentrant chez eux. Personne ne s'est arrêté. Laurentine leur avait déjà dit que je prenais mes distances. J'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade, la voix, essayant de paraître de bonne humeur. Juste une petite grippe, ai-je dit, forçant un petit rire. Je vais bien. J'ai envoyé un SMS à Laurentine une fois, juste une fois. Puis-je voir Léa? Juste une minute. Pas de réponse. Je n'avais pas beaucoup bougé depuis l'aube. Le froid de la nuit s'était installé dans mes muscles, et même si le ciel était d'un bleu pâle et clair maintenant, j'avais toujours l'impression que l'hiver avait pris racine à l'intérieur de mes os. Mon téléphone a vibré sur le siège passager à côté d'une barre de granola que je n'avais pas touchée. C'était de Laurentine. Nous devons parler. Rendez-vous à la station-service sur rue principale à 11. Pas de ponctuation, juste ce ton plat et transactionnel qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie, celle qui s'accrochait encore stupidement à l'espoir, se demandait si peut-être, juste peut-être, c'était elle qui essayait de arranger les choses. Peut-être qu'elle me laisserait voir Léa. Quand je suis arrivé, elle attendait déjà près de la pompe à air dans son manteau marine, debout comme si elle ne voulait pas être reconnue. Cela seul aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je me suis garé, je suis sorti, la gorge toujours douloureuse, le dos raide d'avoir dormi, recroquevillé dans ma voiture. Tout va bien, ai-je demandé. Elle leva à peine les yeux. J'ai parlé à Delphine. Elle est toujours sous le choc. J'ai attendu. Elle est enceinte, Rosalie. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle gère le stress comme ça. Elle me regarda, sa voix se refroidissant. Mais je pensais, tu gagnes toujours plus qu'elle, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle ne travaille pas. Tu touches toujours ce salaire de comptable. Laurentine. Maman, je ne suis même pas dans la maison. Elle poussa un léger soupir comme si c'était elle qui était accablée. Ce n'est pas là où tu loges. C'est une question de responsabilité. De famille. Ce mot, famille. Comme si elle ne m'avait pas enfermé dehors 2 nuits auparavant et fait semblant que les cris de sa petite fille n'existaient pas. Tu me demandes d'envoyer de l'argent, ai-je demandé, stupéfaite, ses lèvres se crispèrent légèrement, comme toujours quand elle était sur le point de dire quelque chose qui semblait noble mais ne l'était en rien. Pense à cela comme à maintenir la stabilité. Pour Delphine, pour Léa. J'ai fait un pas en arrière. Tu ne m'as même pas laissé dire bonne nuit à ma fille. Rosalie, dit-elle vivement. Ne sois pas égoïste. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Elle est partie comme si c'était la fin. Juste une autre corvée terminée. Plus tard cet après-midi, je me suis arrêté à la pharmacie du quartier, ne sachant même pas pourquoi. J'ai erré dans les allées comme un fantôme jusqu'à ce que je prenne un petit carnet à spirale et un stylo bon marché. J'avais besoin d'écrire, pas pour me venger, pas pour le tribunal, juste pour garder une trace. Parce que dernièrement, je commençais à croire leur version des choses plus que la mienne. J'avais besoin de preuves que je n'étais pas folle. Alors que j'étais en file d'attente, j'ai entendu 2 femmes parler près du comptoir de la pharmacie. J'ai entendu dire qu'elle s'était fait licencier. Elle ne peut pas garder un emploi. Pauvre Laurentine. S'occupe de tout pendant que Rosalie sombre. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas bronché. J'ai juste payé et suis sorti dans le vent. Quand je suis retourné à la voiture, mes mains tremblaient. Pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus profond. La honte peut-être, ou la fureur. J'ai ouvert le carnet et j'ai écrit la première entrée. Jour 3. Mise dehors. On me dit que j'invente des choses. On me demande d'envoyer de l'argent. Des rumeurs selon lesquelles j'ai perdu mon emploi. J'ai refermé lentement la couverture. Mon nom était traîné dans la boue et je n'avais même pas ouvert la bouche. J'ai repensé à mes 16 ans.
Delphine venait de rater son permis de conduire pour la deuxième fois. Mes parents lui ont quand même donné un téléphone flambant neuf pour avoir bien essayé. J'ai fait la vaisselle ce soir-là pendant qu'elle diffusait en direct avec ses amis. Personne n'a même dit merci. Rien n'avait changé. Ce soir-là, une collègue du cabinet m'a envoyé un SMS, « Tout va bien ? Tu as l'air épuisé dernièrement. » J'ai fixé l'écran. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. J'ai failli lui parler du Porsche, de Léa, de la petite campagne de relations publiques de Laurentine. Au lieu de ça, j'ai tapé juste la vie. C'était suffisant. Je ne devais pas l'histoire complète à personne. Pas encore. Plus tard cette nuit-là, j'ai commencé à consulter les annonces d'appartements près de l'école de Léa. Rien d'extraordinaire, juste propre et tranquille. J'en ai mis quelques-uns en favori. Une tempête était prévue pour la semaine prochaine, et je n'étais pas sûr que ma voiture puisse supporter une autre nuit gelée, mais je pouvais. D'une manière ou d'une autre, le matin après avoir envoyé ces demandes d'appartement, le silence est revenu plus fort que jamais. Aucun appel manqué, pas de « Comment vas-tu ?» Pas même une photo de Léa de la part de Laurentine, comme elle avait l'habitude d'en envoyer quand elle voulait me pousser à la suivre. Juste une absence, nette et tranchante. J'ai fixé mon téléphone assez longtemps pour que l'écran s'atténue, puis s'éteigne complètement. Il n'y avait de toute façon rien à répondre. J'aurais pu envoyer un autre message, mais le silence, j'apprenais, n'était pas une pause. C'était un message. Plus tard cet après-midi, j'ai roulé près de la vieille rue. Pas pour les voir, juste pour être près d'elle. Mes doigts ont serré le volant plus fort en tournant le coin où le même pick-up rouge était garé devant la maison. Papa, toujours immobile. Vincent. J'avais l'habitude de le considérer comme le silencieux, le pacificateur. Il n'était pas cruel comme Laurentine ou venimeux comme Delphine. Il ne s'engageait tout simplement pas. Mais ce n'était jamais de la neutralité. C'était du consentement avec un manteau plus doux. En grandissant, chaque fois que Delphine cassait un vase ou séchait l'école, il soupirait et marmonnait quelque chose à propos de ne pas faire de vagues. Laurentine transformait l'histoire en un sacrifice noble. Et Vincent, il hochait la tête. Parfois il s'en allait. J'ai pris cela pour de la gentillesse, mais l'absence de mal n'est pas la même chose que l'amour. Il l'a laissé tout diriger. Son silence était une armure pour lui-même, pas pour nous. Cette réalisation a cassé quelque chose en moi. Pas une rupture, juste un décalage. Comme des os se réalignant après des années de mauvaise posture. J'avais apporté une petite boîte avec moi. Les vieux jouets de Léa auxquels elle ne jouait plus. J'ai pensé que si je les laissais près du Porsche, cela montrerait que je n'essayais pas d'aggraver quoi que ce soit, juste un geste, quelque chose de doux. Je suis sorti, j'ai regardé autour de moi. Personne n'était dehors. Le vent était sec, mordant contre ma peau. J'ai placé la boîte sur les marches, sur le point de retourner à la voiture quand j'ai entendu la voix de Laurentine par la fenêtre de la cuisine. Elle était au téléphone, assez fort pour passer à travers la mince vitre, trop distraite pour remarquer que j'étais à quelques pas. Non, Delphine a toujours été celle qui avait du potentiel, dit-elle platement. Rosalie était, je ne sais pas quel est le mot, un accident. Elle a de la chance qu'on l'ait même laissé rester aussi longtemps qu'on l'a fait. Elle rit, un son court et désinvolte. Je n'ai pas bougé. Mes pieds étaient cloués au sol. Pas de surprise, plus maintenant. C'était la confirmation, le genre qui coupe plus profondément que la blessure initiale. Pas de larmes, pas à ce moment-là. Juste une sorte de gel interne qui me brûlait les doigts. Je suis retourné à la voiture, laissant la boîte là où elle était. Je ne pouvais pas me résoudre à la prendre. Je ne voulais plus que quoi que ce soit qui appartienne à cet endroit me touche. De retour dans la voiture, j'ai fixé le siège passager. Léa avait dessiné quelque chose la veille. Ma nouvelle maison, avait-elle dit fièrement. C'était une boîte tordue avec 2 bonhommes bâtons, un grand, un petit. C'était tout. Pas de Porsche, pas de cour, pas de chien, juste nous. Cette nuit-là, je n'ai pas attendu de signes ou d'excuses. J'ai ouvert mon ordinateur portable et postulé pour 3 autres appartements dehors, mais plus près de l'école de Léa. Rien d'extraordinaire, juste propre et tranquille. J'en ai mis quelques-uns en favori. Une tempête était prévue pour la semaine prochaine, et je n'étais pas sûr que ma voiture puisse supporter une autre nuit gelée, mais je pouvais. D'une manière ou d'une autre, le matin après avoir envoyé ces demandes d'appartement, le silence est revenu plus fort que jamais.
Aucun appel manqué, pas de « comment vas-tu ?» Pas même une photo de Léa de la part de Laurentine, comme elle avait l'habitude d'en envoyer quand elle voulait me pousser à la suivre. Juste une absence, nette et tranchante. J'ai fixé mon téléphone assez longtemps pour que l'écran s'atténue, puis s'éteigne complètement. Il n'y avait de toute façon rien à répondre. J'aurais pu envoyer un autre message, mais le silence, j'apprenais, n'était pas une pause. C'était un message. Plus tard cet après-midi, j'ai roulé près de la vieille rue. Pas pour les voir, juste pour être près d'elle. Mes doigts ont serré le volant plus fort en tournant le coin où le même pick-up rouge était garé devant la maison. Papa, toujours immobile. J'avais l'habitude de le considérer comme le silencieux, le pacificateur. Il n'était pas cruel comme Laurentine ou venimeux comme Delphine. Il ne s'engageait tout simplement pas. Mais ce n'était jamais de la neutralité. C'était du consentement avec un manteau plus doux. En grandissant, chaque fois que Delphine cassait un vase ou séchait l'école, il soupirait et marmonnait quelque chose à propos de ne pas faire de vagues. Laurentine transformait l'histoire en un sacrifice noble. Et Vincent, il hochait la tête. Parfois il s'en allait. J'ai pris cela pour de la gentillesse, mais l'absence de mal n'est pas la même chose que l'amour. Il l'a laissé tout diriger. Son silence était une armure pour lui-même, pas pour nous. Cette réalisation a cassé quelque chose en moi. Pas une rupture, juste un décalage. Comme des os se réalignant après des années de mauvaise posture. J'avais apporté une petite boîte avec moi. Les vieux jouets de Léa auxquels elle ne jouait plus. J'ai pensé que si je les laissais près du porche, cela montrerait que je n'essayais pas d'aggraver quoi que ce soit, juste un geste, quelque chose de doux. Je suis sorti, j'ai regardé autour de moi. Personne n'était dehors. Le vent était sec, mordant contre ma peau. J'ai placé la boîte sur les marches, sur le point de retourner à la voiture quand j'ai entendu la voix de Laurentine par la fenêtre de la cuisine. Elle était au téléphone, assez fort pour passer à travers la mince vitre, trop distraite pour remarquer que j'étais à quelques pas. Non, Delphine a toujours été celle qui avait du potentiel, dit-elle platement. Rosalie était, je ne sais pas quel est le mot, un accident. Elle a de la chance qu'on l'ait même laissé rester aussi longtemps qu'on l'a fait. Elle rit, un son court et désinvolte. Je n'ai pas bougé. Mes pieds étaient cloués au sol. Pas de surprise, plus maintenant. C'était la confirmation, le genre qui coupe plus profondément que la blessure initiale. Pas de larmes, pas à ce moment-là. Juste une sorte de gel interne qui me brûlait les doigts. Je suis retourné à la voiture, laissant la boîte là où elle était. Je ne pouvais pas me résoudre à la prendre. Je ne voulais plus que quoi que ce soit qui appartienne à cet endroit me touche. De retour dans la voiture, j'ai fixé le siège passager. Léa avait dessiné quelque chose la veille. Ma nouvelle maison, avait-elle dit fièrement. C'était une boîte tordue avec 2 bonhommes bâtons, un grand, un petit. C'était tout. Pas de Porsche, pas de cour, pas de chien, juste nous. Cette nuit-là, je n'ai pas attendu de signe ou d'excuse. J'ai ouvert mon ordinateur portable et postulé pour 3 autres appartements dehors, mais plus près de l'école de Léa. Pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas d'arranger quoi que ce soit. Je n'essayais pas d'être comprise. J'étais juste en me choisissant. Ce n'était jamais juste ce qu'il faisait. C'était ce qu'il laissait se produire en silence. La première facture que j'ai annulée n'était ni l'électricité ni l'eau. C'était l'hypothèque. C'est apparu comme un petit bip doux sur mon téléphone, un rappel de la banque que mon paiement automatique était prévu dans 3 jours. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, le pouce hésitant au-dessus de l'écran. Puis j'ai ouvert l'application, navigué vers la section paiement et appuyé sur Annuler. J'ai supprimé mon compte des paramètres de paiement automatique et fermé l'application. Un calme aigu s'est installé dans ma poitrine. Pas de peur, pas de regret. J'ai tapé un court message et l'ai envoyé au téléphone de Laurentine. Tu voulais que je parte. Maintenant les finances suivent. Je n'ai pas attendu de réponse. Les 2 jours suivants se sont passés dans le calme. Léa et moi nous installions dans le petit appartement que j'avais loué. Ce n'était pas luxueux, juste une chambre, de la moquette beige et une fenêtre qui laissait passer les courants d'air et sifflait chaque fois que le vent se levait. Mais c'était le nôtre. Le loyer n'était pas bon marché, mais pour une fois, je n'avais pas à justifier chaque euro. Et puis le vrai chaos a commencé. Tard le vendredi soir, mon téléphone a vibré. L'écran s'est allumé avec le nom de Delphine.
J'ai laissé tomber sur la boîte vocale. 5 secondes plus tard, un autre appel. Puis un autre, puis Laurentine. Je les ai tous mis en mode silencieux. Mais à la 6e fois, la curiosité l'a emporté. J'ai décroché, la voix plate. Quoi? La voix de Delphine s'est brisée comme un fouet. Tu as coupé l'électricité. Je suis enceinte, Rosalie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas bronché. J'ai arrêté de payer pour ce dans quoi je ne vis plus. Tu devras couvrir tes propres charges maintenant. Tu essaies de me tuer et de tuer mon bébé. J'ai failli rire. J'ai laissé les lumières allumées pendant 2 semaines après avoir été jeté dehors. Tu as choisi ça. Clique, cette nuit-là, les messages vocaux sont arrivés comme une vague de tempête. Laurentine sanglotant, essayant de paraître blessée. Rosie, s'il te plaît. Ce n'est pas bien de faire ça à ta sœur. Pense au bébé. Tu as toujours été plus forte qu'elle. Sois la plus grande. Drôle comme ma force ne comptait que lorsqu'elle les bénéficiait. Elle n'a jamais dit qu'elle était désolée, pas une seule fois. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence, aucun appel manqué, aucun SMS, aucun nouveau message, juste le bourdonnement faible du chauffage d'appoint dans ma chambre et Léa fredonnant pour elle-même en dessinant à la table de la cuisine. Elle avait commencé à faire des listes de choses à faire pour notre future maison. 1. Rideau rose. 2. Grande baignoire. 3. Tiroir à collation qui est seulement pour moi et maman. Ce samedi-là, nous sommes allés à pied à l'épicerie. Il faisait froid, mais elle a insisté pour porter son petit sweat à capuche dinosaure. Nous nous sommes arrêtés pour un chocolat chaud dans un café du coin et avons partagé un muffin aux myrtilles. Elle n'a pas demandé après grand-mère ou tante Delphine, et je ne les ai pas mentionnés. En rentrant à la maison, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je n'étais plus en colère, pas activement. J'étais fatigué, mais d'une manière propre et tranquille. Comme le corps qui se repose enfin après avoir trop porté. Cette nuit-là, alors que je triais le courrier et les reçus, un message est apparu sur mon téléphone. Delphine, tu le regretteras. C'était tout. Pas de salutation, pas de signature, aucune tentative de douceur. J'ai regardé, puis j'ai pris une capture d'écran et l'ai téléchargée dans un dossier intitulé « Documentation famille ». J'avais déjà commencé à documenter les choses, juste au cas où. Le lundi, pendant ma pause déjeuner, j'ai visité un petit cabinet d'avocats près du centre-ville. La consultation était gratuite et je n'avais pas besoin de grand-chose, juste de quelqu'un pour me dire quels étaient mes droits et à quoi m'attendre si Delphine escaladait. L'avocate était vive et gentille. Elle ne m'a pas plaint. Elle a écouté, posé des questions et m'a donné des options. Quand je suis ressorti dans le vent, j'ai remonté la fermeture éclair de mon manteau et j'ai expiré. Je n'avais pas peur de la prochaine tempête. J'avais traversé la première pieds nus. Cette fois, je portais mon propre parapluie. Il y a des moments dans la vie où le silence est une stratégie. Mais viennent ensuite les moments où le silence est une reddition, et j'avais fini de me rendre. Cela a commencé par une enveloppe ordinaire, sauf que le seau avait été déchiré et rescotché avec du ruban transparent. Un relevé bancaire réexpédié à mon nouvel appartement, clairement trafiqué. Je me suis assise à mon bureau au travail, la fixant pendant 1 minute entière avant de regarder les images de la caméra. J'avais installé une petite caméra de sécurité près de ma boîte aux lettres quand j'avais emménagé, juste au cas où, exactement comme l'avocate l'avait conseillé. Les images se sont chargées, floues au début. Mais ensuite, elle était là, Delphine, claire comme le jour, utilisant une clé pour ouvrir ma boîte aux lettres. Son sweat à capuche était baissé, mais je connaissais cette posture, cette petite inclinaison de tête satisfaite qu'elle avait toujours quand elle pensait que personne ne regardait. J'ai expiré lentement, mis la vidéo en pause et enregistré le clip dans le dossier juridique que j'avais créé sur mon ordinateur. À l'heure du déjeuner, j'ai rédigé l'email. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas juré. J'ai juste dit la vérité ligne par ligne. 6 jointes, des captures d'écran, des messages coquins entre Delphine et un homme nommé Cédric, datant de 6 mois. Un SMS en particulier, j'aimerais pouvoir dire que c'est le tien, mais honnêtement, je ne sais plus. Un autre, nous aurions dû être plus prudents. Laurentine va me tuer si elle le découvre. J'ai aussi joint l'enregistrement vocal, un enregistrement accidentel d'il y a quelques semaines, quand Laurentine ne réalisait pas que son appel avec moi était toujours connecté.
Sa voix était faible mais assez claire, je ne sais même pas qui est le père, mais si elle joue bien, on pourrait encore obtenir de l'aide. Les destinataires de l'email, Laurentine, Vincent, l'avocat de l'ex-mari de Delphine et notre cousine Myriam, qui avait toujours un pied dans les deux camps et une grande bouche. Objet, vous vouliez la vérité. Pas de salutation, pas d'explication. J'ai cliqué sur envoyer. À 15 heures, l'ouragan a frappé. Delphine est apparue sur le parking de mon bureau comme dans une scène de télé-réalité. Cheveux en bataille, yeux sauvages. Elle a crié à travers le parking, les mains s'agitant comme si elle passait une audition pour un rôle dans un drame bon marché. Tu crois que tu es si juste? Tu es une vieille peau amère et solitaire. Tu mourras seul et tu me blâmeras encore pour ça. Les gens se sont arrêtés pour regarder. Mon directeur a regardé à travers les stores. Je ne suis pas sorti. J'ai appelé la sécurité et j'ai calmement décrit la femme dehors comme un problème familial. Je leur ai dit que j'étais inquiète pour ma sécurité et qu'elle ne devait en aucun cas être autorisée à entrer dans le bâtiment. Plus tard ce soir-là, j'ai écouté les messages vocaux. La voix de Laurentine, larmoyante et manipulatrice, tu n'avais pas à aller si loin. La famille garde les choses en famille. Famille? Ce mot encore, militarisé, tordu, lancé comme une corde que j'étais censé attacher autour de mon propre cou. J'ai aussi enregistré les messages vocaux. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte officielle auprès de la Poste pour vol de courrier. L'employé m'a donné un dépliant et m'a dit de faire un suivi auprès du poste de police local. Puis je me suis dirigé vers le palais de justice. Une clinique d'aide juridique gratuite organisait une journée portes ouvertes pour les questions civiles. Une parajuriste m'a guidé à travers les démarches pour une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Voudriez-vous porter plainte, a-t-elle demandé gentiment. Pas encore, ai-je dit. Mais je veux que ce soit enregistré. Elle a hoché la tête. Sage décision. Quand je suis sorti du palais de justice, mes chaussures cliquaient fort sur le béton. Je marchais plus droite, la tête plus haute. Je n'étais plus le murmure dans le couloir. J'étais l'alarme. Cette nuit-là, Léa est rentrée avec un morceau de papier canson froissé. Regarde, maman. C'était un dessin de super-héros, cape violette, bottes noires, flamme en arrière-plan. Elle avait griffonné mon nom, enfin, sa version à elle, en haut avec un crayon rose vif. C'est moi, ai-je demandé, essayant de ne pas rire. Elle a hoché la tête avec un sourire. Tu es la plus forte? Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas dit que je n'étais pas une héroïne. Je l'ai juste serré dans mes bras et j'ai murmuré, c'est pas loin. 3 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais déposé la mise en demeure. Je n'avais pas eu de nouvelles de Delphine ou de Laurentine. Je savais qu'il ne fallait pas penser que cela signifiait la paix. Cela signifiait simplement que le vent avait changé. Et les tempêtes sont toujours calmes avant de tout arracher. Je sirotais mon café dans mon appartement, lisant à moitié un rapport pour le travail quand le premier coup a frappé. J'ai été identifié dans un message Facebook. La légende criait en majuscules, certaines personnes font semblant d'être des victimes après avoir abandonné leur propre famille. J'étais enceinte de 8 mois et sans abri à cause d'elle. Une photo de Delphine en pleurs, le ventre poussé en avant comme un accessoire de scène. L'éclairage dramatique comme si elle passait une audition pour la sympathie. Les commentaires sont arrivés rapidement. Elle a fait quoi? Dégueulasse. Qui fait ça à sa sœur enceinte? Tu es plus forte que moi, ma fille. Garde la tête haute. Et le pire de tout, Laurentine qui s'en mêlait comme si c'était des ragots de brunch du dimanche. Parfois les filles oublient d'où elles viennent. Je n'étais pas choqué. Plus maintenant. Mais cela piquait toujours comme une vieille brûlure rouverte en se grattant. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai pris une capture d'écran de chaque mot et l'ai enregistré. J'en aurais besoin. Cet après-midi-là, j'ai cherché Léa à l'école comme d'habitude. Elle est sortie du bâtiment plus lentement que d'habitude, son petit sac à dos traînant derrière elle. Salut, chérie. Tu vas bien? Elle n'a pas répondu, est juste montée dans la voiture et a attaché sa ceinture. Ce n'est que quand nous sommes arrivés à la maison qu'elle a fondu en larmes. Elle est venue à l'école, sanglota-t-elle. Elle a dit, si tu n'arrêtes pas d'être méchante, ils vont venir et m'emmener. Qui a dit ça? Je savais déjà, mais j'ai demandé quand même. Tante Delphine, elle était près de la clôture. Madame Ray l'a vue et lui a dit de partir.
J'ai immédiatement appelé l'école. Madame Ray a tout confirmé. Delphine s'était présentée sans prévenir à la sortie de l'école et avait essayé de parler à Léa, même après qu'on lui ait demandé de quitter les lieux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai appelé mon avocate dès le lendemain matin. Nous déposons une demande d'ordonnance de protection, ai-je dit platement. Elle s'en est prise à ma fille. C'est la limite. Compris, répondit-elle, sans broncher. Rassemble chaque élément de communication. Je vais rédiger le dépôt d'urgence aujourd'hui. J'ai envoyé un email à l'école pour une déclaration écrite. J'ai enregistré l'audio de Léa pleurant, sa voix tremblante alors qu'elle décrivait ce que Delphine avait dit. J'ai ajouté des captures d'écran du message Facebook, le commentaire de Laurentine inclus. Ce n'était plus un drame familial. C'était du harcèlement. Plus tard ce soir-là, après que Léa soit allée se coucher, je me suis connecté à Facebook. Ma main tremblait légèrement, non par peur, mais parce que je savais que c'était ça. Le moment où j'ai arrêté de jouer la défense. J'ai tapé lentement, délibérément. Je n'utilise pas cette plateforme pour me disputer, mais je l'utiliserai pour protéger ma fille. Toutes les mensonges, menaces ou tentatives d'intimidation futures envers moi ou mon enfant seront gérés par des moyens légaux. Ce n'est pas une menace. C'est une limite. Pas de hashtag, pas de dramatisation, pas de nom, juste des faits. J'ai appuyé sur publier. Ma boîte de réception s'est remplie dans l'heure. Des messages d'amis de lycée, de collègues, de cousins éloignés. Honnêtement, j'ai toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas avec Delphine. J'ai vu comment ta mère parle de toi. Ce n'est pas bien. Bien joué d'avoir tenu tête. Un soutien que je n'avais jamais demandé. Mais pour la première fois, je ne l'ai pas rejeté. Je l'ai laissé entrer. Le lendemain, j'ai emmené moi-même Léa à l'école, l'ai accompagnée à l'intérieur, et établi un contact visuel avec chaque adulte dans ce bâtiment pour qu'il sache, cet enfant est protégé. Cette mère n'a pas peur. De retour à la maison, j'ai ouvert l'email de mon avocate. La ligne d'objet disait « Projet de demande d'ordonnance de protection 6 juin ». Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai juste fixé l'objet pendant un moment, non parce que j'étais incertaine, mais parce que j'étais fière. Parce que quand ils ont essayé de me dépeindre comme instable, ingrate, indigne. Ce sur quoi ils n'avaient pas compté, c'est que j'observais, documentais, construisais mon dossier pendant qu'ils construisaient leurs mensonges. Ils faisaient du bruit, mais j'étais méticuleuse. Et cette fois, je ne reculais pas. C'était un jeudi quand l'enveloppe est arrivée. Je venais de rentrer après avoir cherché Léa à l'école. Elle fredonnait une chanson de Disney et retirait ses chaussures à la porte quand j'ai remarqué l'épais paquet blanc glissé parmi les courriers indésirables sur le comptoir. Mon nom en petites lettres impersonnelles. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte lentement. Papier juridique. J'ai reconnu le format instantanément. Confirmation de transfert de titre de propriété. J'ai feuilleté les pages lisant avec incrédulité. La maison, celle pour laquelle j'avais contribué pendant des années. Paiements hypothécaires, entretien, réparation. Pendant que tout le monde trouvait des excuses. Elle avait été transférée à Delphine. Pas de préavis, pas de discussion, juste fait. Agrafé au dos, une note tapée de Laurentine. Elle va avoir un bébé. Elle a besoin de stabilité. Ce n'est pas personnel. Pas personnel. J'ai fixé le mur pendant longtemps. Léa avait allumé la télévision et regardait des dessins animés. Je ne pouvais même pas me concentrer sur le son. Mes oreilles sifflaient. Je n'avais pas juste été effacé. J'avais été remplacé. J'ai refermé l'enveloppe et l'ai placée doucement dans le tiroir sous l'évier comme si je ne voulais pas lui accorder la dignité de ma rage. Cette nuit-là, j'ai réglé mon réveil pour tôt le matin. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai fait une liste. Chose que je devais finir, finaliser, arrêter. J'avais besoin de contrôler quelque chose, même si ce n'était que ma liste de choses à faire. Mais l'univers avait d'autres plans. Il était environ 2h30 du matin quand j'ai entendu un gémissement aigu de la chambre de Léa, puis un cri. J'ai couru dedans. Elle était recroquevillée en boule, serrant son estomac, son front humide de sueur. Ça fait mal, maman, sanglota-t-elle. Ça fait vraiment mal. J'ai mis une veste par-dessus mon pyjama, j'ai saisi mes clés et mon portefeuille, et je l'ai prise dans mes bras.
Nous sommes arrivés à la porte d'entrée, et c'est là que je l'ai vue. Delphine, debout au bas de l'escalier, les bras croisés comme si elle était chez elle. Son ventre semblait plus gros que jamais sous son sweat à capuche. « Tu ne l'emmènes nulle part tant qu'on n'a pas parlé, dit-elle. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu m'as bien entendu, aboya-t-elle. Tu as répandu des mensonges et maintenant tu crois pouvoir t'enfuir avec elle. Elle souffre. Bouge, ai-je dit. Nous devons parler. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai fait un pas en avant, protégeant Léa dans mes bras, et j'ai poussé Delphine de côté avec mon épaule. Elle a trébuché en arrière, s'est rattrapée à la rampe. Ne me touche pas, hurla-t-elle. Alors ne bloque pas une mère qui essaie d'emmener son enfant à l'hôpital, ai-je rétorqué. Léa gémit contre ma poitrine. Je pouvais la sentir trembler. Un voisin a ouvert sa fenêtre en face. Quelqu'un a crié, tout va bien? Non, ai-je répondu, le souffle court. Appelez la police. Et puis je bougeais, je courais, je déverrouillais la voiture, j'installais Léa sur la banquette arrière, le cœur battant si fort que j'avais l'impression que mes côtes allaient se briser. Des lumières rouges et bleues sont arrivées quelques minutes plus tard, inondant le complexe comme une fusée d'alerte. Delphine criait quelque chose à propos d'avoir été agressée. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tendu ma pièce d'identité à l'agent et j'ai pointé du doigt Léa, qui était maintenant pâle et silencieuse sur la banquette arrière. Elle a besoin d'aide, ai-je dit. C'est tout ce qui compte. Un agent a pris Delphine à part. Un autre m'a fait signe d'avancer. Suivez l'ambulance, dit-il. Nous sommes arrivés à l'hôpital juste avant 4 heures du matin. Appendicite. Chirurgie d'urgence. Le médecin a dit que si nous avions attendu 1 heure de plus, elle aurait pu se rompre. Je me suis assise à côté de son lit d'hôpital pendant que des machines bipaient et des moniteurs clignotaient. Elle dormait, enfin calme, sa petite main enroulée autour de 2 de mes doigts. Plus tard cette nuit-là, après que le chirurgien soit passé et que l'infirmière ait changé sa perfusion, l'une d'elles s'est attardée à la porte. Elle a demandé après sa tante, dit doucement l'infirmière. Elle voulait savoir si elle revenait. Je n'ai pas bronché. Non, ai-je dit. Plus maintenant. L'infirmière a hoché la tête lentement et nous a laissés seuls. Je me suis appuyé sur la chaise, épuisé. Mais plus que ça, fini. Ils avaient pris la maison. Ils avaient menti, manipulé, tordu chacun de mes gestes. Et maintenant, ils essayaient de se mettre entre moi et la santé de mon enfant. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était dangereux. Quoi qu'il arrive ensuite, ils pouvaient raconter leurs histoires et jouer les victimes autant qu'ils voulaient. Mais cette fois, j'avais des rapports de police, des dossiers d'hôpital et la confiance d'une enfant en sa mère que personne, aucun papier, aucune signature, ne pouvait enlever. La première lumière du matin a filtré à travers les stores, projetant de légères rayures sur le sol. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, sa vibration basse mais insistante. J'ai hésité avant de le saisir, encore groggy. Je n'attendais rien, surtout pas de cette application. C'était le portail de l'hypothèque. Celui que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. Le même portail qui me tenait autrefois éveillé la nuit, calculant les soldes, vérifiant les dates de paiement, relisant les relevés, remettant tout en question depuis le jour où j'avais cédé ma part de la maison, je m'étais lavé les mains de cette structure froide et sans joie. Je l'avais laissé derrière moi, du moins je le pensais. Curieuse plus que toute autre chose, j'ai tapé sur la notification. L'application s'est ouverte lentement, comme si elle savait ce qu'elle était sur le point de révéler. Et là, c'était en gras rouge. Avis final. Saisie immobilière initiée. Solde en retard. Vente aux enchères prévue. Action en justice en cours. Je l'ai fixé pendant un long moment. Pas de panique. Pas de culpabilité. Juste le calme. Puis j'ai appuyé sur supprimer. Laissez-les gérer ça. Laissez-les trier les décombres de ceux qu'ils se sont battus si fort pour contrôler. Cette maison n'avait jamais été un chez-soi. Ni pour moi, ni pour personne qui n'était pas disposé à se plier et à se casser pour s'adapter à son moule immaculé. Il s'était obsédé par les apparences, par la discipline, par le pouvoir. Et maintenant, il pouvait aussi posséder l'effondrement. Je me suis retourné et j'ai regardé Léa, toujours enveloppée dans sa couverture, son visage doux dans le sommeil. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait dans ce rythme lent et régulier que seuls les enfants ont. Elle était tout ce que la maison n'avait jamais été.
chaude, vivante, en sécurité. Elle était ma maison. Plus tard ce jour-là, après avoir déposé Léa à la crèche, je me suis surprise à attraper les bananes sur le comptoir. Elles étaient juste assez mûres. Je n'avais pas envie de pain aux bananes. Je n'avais même pas faim. Mais j'avais besoin du mouvement, de la routine, peler, écraser, mélanger. La façon dont la pâte prenait forme lentement à chaque coup de cuillère, la chaleur qui se répandait dans l'appartement pendant qu'elle cuisait. Cela faisait du bien de créer quelque chose qui n'était pas pour survivre ou pour les apparences, mais pour le confort, pour le calme. Quand le minuteur a sonné, je n'ai même pas mangé une tranche. Je suis juste resté là, respirant l'odeur de cannelle, de vanille et de sucre caramélisé. Mon appartement sentait la vie. Pas le silence de musée de la maison où j'ai grandi avec ses meubles de designer et ses règles concernant les sous-verts, mais la vraie vie, imparfaite et vivante. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Hors de l'état. J'ai hésité, le pouce au-dessus de l'écran. Quelque chose en moi savait. J'ai laissé tomber sur la boîte vocale. 1 minute plus tard, la transcription a commencé à se charger, mais je n'ai pas attendu. J'ai écouté le message. Sa voix m'a frappé comme une brique. Rosie, c'est moi. C'est Delphine. Elle pleurait. Pas le genre théâtral dont je me souvenais des caprices d'enfance ou des drames d'adolescente. C'était réel, brut. Je suis à l'hôpital. Ils ont dit que c'est tôt, mais ça arrive. Je n'arrive pas à joindre Vincent, et maman ne répond pas. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Elle prit une inspiration, tremblante et superficielle. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai peur, Rosie. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de quelqu'un. S'il te plaît. Il fut un temps où cela m'aurait brisé. Où sa voix, pleine de peur, m'aurait ramené immédiatement. M'aurait fait oublier la façon dont elle m'avait fait douter de ma raison, m'avait trahi, monté la famille contre moi, comment elle avait fait de ma douleur une blague. Mais ce temps était passé. J'ai appuyé sur supprimer. Pas par vengeance, pas par colère, juste par nécessité. Il n'y avait pas de victoire là-dedans. Pas de satisfaction, juste de l'espace. Le silence. Et pour la première fois depuis longtemps, une sorte de paix. Le lendemain matin, j'avais un rendez-vous à l'hôpital sans rapport avec Delphine. Je n'étais pas là pour prendre de ses nouvelles ou offrir mon soutien. Je suis allé au bureau d'administration pour demander une mise à jour permanente de mes contacts familiaux. J'avais déjà retiré mon nom de toutes les listes de contacts d'urgence il y a des mois, mais cette fois, je voulais une confirmation écrite. Je n'allais pas être rappelé dans le chaos par un oubli administratif. La réceptionniste a levé les yeux de son ordinateur et a demandé « Souhaitez-vous désigner un nouveau parent proche pour mademoiselle Delphine ?» J'ai croisé son regard sans broncher. Non. Et si elle me liste à nouveau, je le considérerai comme une violation de mes limites personnelles et légales. Elle a cligné des yeux, puis a hoché la tête lentement. Compris, madame. Dehors, le vent s'était levé, tirant sur l'ourlet de mon manteau. J'ai expiré en marchant vers la voiture, l'air froid vif mais propre. J'ai récupéré Léa à la garderie un peu plus tôt, juste comme ça. Elle est sortie en courant avec une couronne faite de papier canson pailleté et un bâtonnet de popsicle collé sur le devant. Maman, a-t-elle crié, souriant. Je suis une reine scintillante. Je l'ai prise dans mes bras. C'est le genre le plus puissant. Pouvons-nous faire des cookies ce soir? Absolument. Sur le chemin du retour, elle est devenue silencieuse pendant un moment, ses doigts traçant la fenêtre, puis doucement, tante Delphine va-t-elle mourir? La question m'a prise au dépourvu. Mes mains se sont serrées sur le volant. Je ne me suis pas arrêté, bien que j'en ai eu envie. Elle est à l'hôpital, ai-je dit prudemment. Elle sera prise en charge. Juste pas par nous. Léa a hoché la tête une fois. D'accord. Cette nuit-là, nous avons fait des cookies aux pépites de chocolat, avons brûlé la première plaque parce qu'on dansait trop. J'ai porté une cape en torchon et elle a porté mon sweat comme une robe de soirée. Super, maman, a-t-elle crié entre deux rires. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais ri comme ça. Après son bain, je l'ai bordée. Elle m'a regardé, les yeux mi-clos, et a murmuré, « Je suis contente que ce soit juste nous maintenant. » Mon cœur s'est tordu, mais d'une manière qui semblait honnête. Moi aussi, chérie, ai-je dit, lui brossant les cheveux du front.
Plus tard, je me suis couché, bien éveillé, mais calme. Aucun appel manqué, aucun message culpabilisant, aucune nouvelle de Laurentine, juste le calme. Et dans ce silence, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années a fleuri en moi. Pas de fierté, pas de triomphe, juste de l'espace, juste de la respiration, la liberté. Le courrier est arrivé tard ce jour-là. Léa dormait déjà profondément, son visage doux dans la lueur de sa veilleuse, une trace de chocolat toujours collée à sa joue du cupcake qu'elle avait supplié de manger avant le dîner. J'avais essuyé ses mains, lui avais peigné les cheveux, lui avait lu son livre préféré 2 fois, mais d'une manière ou d'une autre, cette petite traînée de glaçage avait survécu. Ça m'a fait sourire. Dehors, l'air était plus frais que d'habitude pour Nantes, et le trottoir retenait encore la chaleur du jour. J'ai marché pieds nus jusqu'à la boîte aux lettres, m'attendant au prospectus habituel, aux factures d'eau, peut-être à une enveloppe Amazon retardée. J'avais oublié que j'avais commandé. J'ai fouillé dans la pile sans grand intérêt, prête à jeter la majeure partie directement au recyclage. Puis je l'ai vue, une enveloppe blanc cassée, légèrement pliée sur les bords, comme si elle était passée par plusieurs mains avant d'atterrir dans les miennes. Mon nom était écrit sur le devant, inégalement, d'une écriture familière, penchée, hésitante. Vincent. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant longtemps, l'enveloppe dans une main, le courrier dans l'autre, incertaine de ce que je devais ressentir. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je n'ai même pas été directement sur le canapé. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je suis resté devant l'évier quelques instants, écoutant le léger bourdonnement du réfrigérateur. J'ai essuyé le comptoir même s'il était déjà propre. J'ai réarrangé le panier de fruits. J'ai ajusté un aimant tordu sur le réfrigérateur, tout cela pour temporiser, tous de petits rituels pour me préparer à quelque chose de plus grand. Finalement, je me suis assise et je l'ai ouverte. La lettre n'était pas longue, à peine une demi-page. Le papier était simple, pas d'adresse de retour, juste plié soigneusement comme si cela lui avait pris des jours pour bien la faire. Je ne sais pas si tu liras jamais ceci, a-t-il commencé. Il a dit qu'il vivait maintenant dans un petit studio, pas beaucoup d'espace, mais calme. Ces mots donnaient l'impression d'une confession, pas d'une plainte. Il a écrit à propos de Laurentine, comment elle ne lui avait pas parlé depuis la saisie immobilière, comment le silence entre eux avait poussé comme de la moisissure dans un coin oublié. Il a écrit qu'il pensait que rester silencieux pendant toutes ces années était la même chose que maintenir la paix. Mais je vois maintenant, a-t-il écrit, que le silence était la trahison la plus bruyante de toutes. J'ai attendu une vague de quelque chose. Des larmes, de la colère, même de la pitié, mais rien n'est venu. Non pas parce que je ne ressentais pas. Je ressentais tout. Mais ce qui s'est installé était un savoir clair et tranquille. Le genre qui n'a pas besoin d'être exprimé à voix haute. J'ai plié soigneusement la lettre et l'ai rangée au fond de mon tiroir de bureau, juste derrière de vieux reçus bancaires et les premières tentatives de Léa pour dessiner des gens. Des bonhommes bâtons avec des têtes géantes et des sourires bancals. La lettre n'avait pas besoin d'un projecteur ni d'un cadre. Elle avait juste besoin d'un endroit pour se reposer comme la vérité. Tard, mais là. Ce samedi-là, le temps a finalement changé. Après une semaine de ciel gris et de bruine léthargique, le soleil a percé. J'ai préparé un petit pique-nique. Des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture coupée en diagonale comme Léa aimait. Quelques tranches de pommes, 2 petites briques de jus et un cookie enveloppé dans du papier d'aluminium. Nous avons marché jusqu'au parc main dans la main, sans dire grand-chose. La lumière semblait plus douce, la brise plus gentille. Léa a étendu la couverture elle-même. Je me suis assise avec un livre pendant qu'elle travaillait tranquillement dans son carnet de croquis, la langue entre les dents, utilisant des crayons de couleur usés jusqu'à la mine. Je n'ai pas demandé ce qu'elle dessinait. Je l'ai juste laissé faire. Quand elle a eu fini, elle m'a tendu le papier sans un mot. C'est nous, dit-elle, rayonnante. Le dessin était simple. 2 bonhommes bâtons, un grand avec des boucles désordonnées, un petit avec un grand cœur rouge sur son t-shirt. Juste nous, ajouta-t-elle, comme pour marquer les limites de notre monde. C'est plus que suffisant, ai-je dit, et je le pensais. Plus tard ce soir-là, mon téléphone a vibré. Le numéro de Laurentine à nouveau. Pas de boîte vocale, pas de SMS, juste ce modèle fatigué qu'elle aimait utiliser. Juste assez pour rester dans mon esprit, pas assez pour dire quelque chose de réel. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis je suis allé dans mes contacts et j'ai bloqué le numéro, pas par colère,
pas pour faire une déclaration, juste parce que je n'avais plus besoin des parasites. J'ai murmuré à moi-même presque sans réfléchir, je vous pardonne pour moi, pas pour vous. Ce n'était pas un grand moment de guérison. C'était un lâcher-prise, comme desserrer un point que je n'avais pas réalisé être serré. Et puis j'ai ouvert l'ancien groupe de discussion familiale. Des années de messages, de faux messages de vœux joyeux, de joyeux Thanksgiving de notre part avec des tenues assorties, de piques passives-agressives déguisées en simples blagues, de photos dont j'avais été coupé, d'invitations auxquelles je n'avais jamais répondu, de souvenirs que je n'avais pas demandé à garder. J'ai appuyé et maintenu la conversation, appuyé sur supprimer. C'était comme couper une corde. Le bateau a dérivé. Pas d'explosion, pas d'effondrement, juste un départ silencieux. Parti, mais pas pleuré. Le lundi est arrivé avec des nouvelles que je n'attendais pas. Ma superviseure m'a appelé en réunion. Rien de grave, juste un point, du moins je le pensais. Mais ensuite elle a souri et a dit qu'elle m'offrait une promotion. Analyste financier principal, une équipe à moi, plus d'autonomie, une augmentation. J'ai hoché la tête, reconnaissante, fière, mais je n'ai envoyé de message à personne. Cette nuit-là, Léa et moi avons refait des cupcakes. Elle a insisté pour casser les œufs elle-même. Je l'ai laissé faire. La moitié des coquilles ont fini à la poubelle, le reste dans la pâte. Nous avons tellement ri que nous avons oublié de régler un minuteur. Le glaçage a fini sur le mur. Je l'ai laissé là. Après qu'elle se soit endormie, joue collante et satisfaite. Je me suis assise près de la fenêtre avec un journal vierge sur mes genoux. J'ai tenu le stylo pendant un moment, puis j'ai écrit lentement. Je ne suis pas celle qu'il disait que j'étais. Je suis celle que je suis devenue quand je suis partie. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. N'avais pas besoin d'être vue, louée ou pardonnée. J'avais quelque chose de bien meilleur maintenant. La paix. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous laisser ceci. Nous ne choisissons pas toujours la famille dans laquelle nous naissons, mais nous choisissons les limites que nous fixons. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour votre enfant est de vous éloigner de ce qui fait mal, même si c'est lié à votre nom de famille. Je ne voulais pas me venger. Je voulais la paix. Et la paix n'est pas venue enveloppée d'excuses. Elle est venue quand j'ai arrêté de supplier les gens de voir ma valeur et que j'ai commencé à vivre comme si je la connaissais moi-même. Alors, si vous êtes là-bas, retenant votre souffle en attendant que quelqu'un d'autre agisse correctement envers vous, peut-être est-il temps de commencer à agir correctement envers vous-même. Vous n'êtes pas égoïste de protéger votre paix. Vous n'avez pas tort de choisir mieux. Vous n'êtes pas faible de lâcher prise. Et si vous êtes toujours dans la tempête, je vous vois. Vous n'êtes pas seul. Et vous? Avez-vous déjà été poussé si loin que vous n'avez pas eu d'autre choix que de lâcher prise? Que feriez-vous si votre propre famille se retournait contre vous? Et, si vous voulez plus d'histoires qui disent la vérité, remuent les émotions et nous rappellent à tous combien nous sommes vraiment forts. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir écouté.